Chapitre 43. Un jour, M. Morse rencontra Martin au bureau de l'hôtel Métropole. Martin ne put démêler bien nettement s'il s'y trouvait par hasard pour affaires ou s'il y était venu chercher tout exprès pour l'inviter à dîner. Il pencha vers cette dernière hypothèse. Ce qui était certain, c'était ceci. Il était invité à dîner par M. Morse, le père de Ruth, qui lui avait interdit sa maison et avait rompu ses fiançailles. Martin ne ressentit aucune colère et ne se drapa point dans sa dignité. Il se demanda simplement pourquoi M. Morse s'abaissait ainsi et s'il en sentait même l'humiliation. Et, sans décliner l'invitation, il la remit à une époque indéterminée, tout en s'informant de la famille et de Ruth en particulier. Son nom lui vint aux lèvres tout naturellement, sans hésitation. Il fut même surpris de ne pas en éprouver le plus petit serrement de cœur. On l'invitait beaucoup à dîner, et il acceptait quelquefois. Des gens se faisaient présenter à lui tout exprès pour pouvoir le recevoir. Et il continua d'être intrigué par ce petit rien qui devenait une chose grave. Bernard Higginbotham l'invita à dîner. Cela l'intrigua davantage encore. Il se rappela ces jours de misère noire où personne ne l'invitait. C'est à ce moment-là qu'il en aurait eu besoin, alors qu'il s'affaiblissait faute de nourriture. Paradoxe ridicule. Quand il avait faim, personne ne lui donnait à manger. À présent qu'il pouvait se gaver et avait perdu son appétit, les dîners affluaient de toutes parts. Pourquoi? Qu'avait-il fait qui justifie ce changement? Il était resté le même. Monsieur et Madame Morse l'avaient condamné comme un fainéant, un incapable, et par l'intermédiaire de Ruth, lui avait offert une place d'employé dans un bureau. Sa littérature, il la connaissait, puisque Ruth leur avait fait lire ses manuscrits dès cette époque. C'était la même, exactement la même qui plus tard avait rendu son nom célèbre. C'était donc cette célébrité qui lui valait de dîner chez eux. Une chose était évidente, les Morse ne se souciaient ni de lui ni de ses œuvres. Ils n'avaient à leurs yeux que l'attrait de son triomphe actuel et, pourquoi pas, parce qu'il avait également 100 000 $ environ. C'est de cette façon que la société bourgeoise évalue un homme. Pourquoi en aurait-il été autrement pour Martin? Mais de cette estimation, sa fierté n'en voulait pas. C'est pour lui-même, pour son travail, qui n'était que l'expression de son moi, qu'il voulait être apprécié. Lizzie, elle, l'aimait pour lui-même. Pour elle, son œuvre ne comptait pas. Jimmy le plombier, tous ses anciens camarades, l'aimaient pour lui-même. Il avait prouvé bien des fois du temps où il était un des leurs. Il avait prouvé une fois de plus ce fameux dimanche à Shelmont Park. Peu leur importait son œuvre à cela. Celui qu'ils aimaient, celui qu'ils défendaient envers et contre tous, c'était Martin Eden, tout simplement, leur copain, un brave type. Il y avait aussi Ruth. Qu'elle est aimée pour lui-même, c'était indiscutable. Et pourtant, elle lui avait préféré son étroite morale bourgeoise. Elle avait combattu sa littérature. Et elle avait combattu surtout, lui semblait-il, parce qu'elle ne lui rapportait pas d'argent. De son cycle d'amour, c'était tout ce qu'elle avait trouvé à dire. Elle aussi l'avait supplié de se faire une situation. Il lui avait lu tout ce qu'il avait écrit, poèmes, essais, nouvelles, wiki, la honte du soleil, tout. Et toujours, obstinément, elle avait engagé à devenir sérieux, à trouver une situation. Grand Dieu, comme s'il n'avait pas travaillé en se privant de sommeil et en menant cette vie éreintante pour s'élever jusqu'à elle. Et le petit rien grandissait toujours. Il se portait bien, mangeait bien, dormait bien, et pourtant, le petit rien devenait une obsession. J'étais le même. Cette idée hantait son cerveau. Un dimanche, à dîner, assis en face de Bernard Higginbotham, il eut de la peine à ne pas hurler. J'étais le même. C'était à cette époque que j'ai écrit ces ouvrages. Et maintenant, vous me gavez quand alors vous m'avez laissé mourir de faim, vous m'avez fermé votre maison, vous m'avez renié. Tout ça parce que je ne voulais pas chercher une situation. J'étais le même, tout ce que j'ai fait était déjà fait. À présent,
Vous vous interrompez respectueusement quand je vous parle. Vous vous suspendez à mes lèvres. Vous buvez avec admiration la moindre de mes paroles. Je vous dis que votre parti est pourri, et au lieu de vous mettre en colère, vous faites « et « ah », et vous admettez qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que j'avance. Et pourquoi ? Non pas parce que je suis Martin Eden, un bon garçon, pas complètement idiot, mais parce que je suis célèbre, parce que j'ai de l'argent, beaucoup d'argent. Je vous dirai que la lune est un fromage vert, que vous applaudiriez, ou du moins que vous n'oseriez pas me contredire, parce que je suis riche. Et je suis le même qu'alors, quand vous me rouliez dans la boue, sous vos pieds. Mais Martin se retint. Ses pensées rongeaient son cerveau sans arrêt. Pourtant, il sourit et parvint à dissimuler sa tension nerveuse. Comme il se taisait, Bernard Higginbotham prit l'initiative de mener la conversation et ne la lâcha plus. Il était un self-made man et il en était fier. Personne ne l'avait aidé. Il ne devait rien à personne. Il remplissait ses devoirs comme citoyen et comme chef d'une nombreuse famille. La maison Higginbotham était le monument de son savoir-faire et de son inlassable travail. Il éprouvait pour la maison Higginbotham la tendresse que d'autres éprouvent pour leurs femmes. Et il ouvrit son cœur à Martin en lui dévoilant la somme d'intelligence et de persévérance qui avait présidé à la fondation de sa maison. Il avait aussi des projets pleins d'ambition. Le quartier se peuplait de plus en plus. Le magasin était vraiment trop petit. S'il avait plus de place, il pourrait y ajouter une vingtaine de perfectionnements qui feraient gagner du temps et de l'argent. Il le ferait un jour. Tous ses efforts étaient tendus vers ce but, avoir de quoi acheter le terrain avoisinant et y construire un autre bâtiment à un étage. Il louerait l'étage supérieur et les rez-de-chaussée des deux bâtiments seraient réunis au magasin Higginbotham. Ses yeux brillèrent quand il parla de la nouvelle enseigne qui s'étendrait sur toute la façade. Martin oublia d'écouter. L'incessant refrain « J'étais le même » qui obsédait son cerveau couvrait le bavardage de l'autre. Ce refrain le rendait fou et il tenta d'y échapper. « Combien ça coûterait, dites-vous » fit-il tout à coup. Son beau-frère s'interrompit au milieu d'un discours sur le chiffre d'affaires des commerçants du quartier. Il n'avait pas dit combien cela coûterait, mais il le savait, car il avait calculé bien des fois. « Au prix où sont les matériaux à présent, dit-il, faudrait compter dans les 4 000 $. Avec l'enseigne ? Je ne l'ai pas compté. Une fois la maison construite, elle viendra bien toute seule. Et le terrain ? 3 000 $. Il se pencha en avant. Il mordilla nerveusement ses lèvres, ouvrit et ferma machinalement ses mains, tandis que Martin écrivait un chèque, qui lui tendit ensuite. Il était de 7 000 $. Je ne peux pas payer plus de 6%, dit-il d'une voix sourde. Martin eut envie de rire, mais demanda simplement. Qu'est-ce que ça ferait ? Attendez. 6%, 6 fois 7, 420. Soit 35 $ par mois, n'est-ce pas ? Higginbotham fit un signe d'assentiment. Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous arrangerons ça de la manière suivante. Il lança un coup d'œil à Gertrude. Je vous fais grâce des intérêts à condition que vous dépensiez ces 35 $ par mois pour le blanchissage, le ménage et la cuisine. Ces 7 000 $ sont à vous si vous vous engagez à laisser Gertrude se reposer. Acceptez-vous ? Monsieur Higginbotham avait la gorge contractée. De songer que sa femme ne ferait plus le ménage remplissait d'amertume son âme sordide. Le don magnifique dorait une pilule bien dure à avaler. Sa femme ne travaillerait plus. Ça le mettait en boule. « Parfait alors, dit Martin. C'est moi qui paierai les 35 $ par mois et… » Il fit un mouvement pour reprendre le chèque. Mais Bernard Higginbotham s'en empara précipitamment en s'écriant « J'accepte, j'accepte !» Quand Martin prit le tram, il était fatigué, écœuré. Il leva les yeux vers l'enseigne du commerçant. « Le cochon !» gronda-t-il. « Le cochon, le cochon !» Lorsque le Mackintosh Magazine publia la chiromancienne, ornée d'illustrations de Berthier et de 2 gravures de Wen,
Hermann von Schmitz oublia qu'il avait trouvé ces vers obscènes. Il cria sur tous les toits que c'était sa femme qui les avait inspirés, eut bien soin qu'un reporter en soit averti et se laissa interviewer par un journaliste accompagné d'un photographe et d'un dessinateur de marque. Il en résulta, dans le supplément du dimanche, une page entière remplie de photographies et de croquis de Marianne idéalisés, d'une foule de détails intimes sur Martin Eden et sa famille, et du texte complet de la chiromancienne, en grand caractère, réédité avec la permission du Macintosh Magazine. La sensation fut énorme dans le quartier et de braves ménagères gonflèrent d'orgueil d'être en relation avec la sœur du grand écrivain, tandis que celles qui l'avaient dédaigné jusqu'alors se hâtèrent de réparer cette erreur. Hermann von Schmitz riait sournoisement dans sa petite boutique de réparation et décida de commander un tourneuf. « Épatant comme réclame, dit-il à Marianne, et ça ne coûte pas un sou. »« On ferait bien de l'inviter à dîner, » suggéra Marianne. Et Martin vint dîner et fit les frais avec un énorme boucher en gros, accompagné de sa femme plus énorme encore, gens importants qui pouvaient être utiles à l'ambition d'Hermann von Schmitz. Il avait fallu l'appât du célèbre beau-frère pour les attirer, ainsi que le directeur en chef des agences de la côte du Pacifique pour la marque de bicyclette ASA, auquel von Schmitz désirait plaire afin d'obtenir la représentation de cette marque pour Auckland. C'était en somme un bon atout que d'avoir Martin comme beau-frère, mais dans son fort intérieur, von Schmitz ne pouvait en comprendre la raison. Dans le silence des nuits, tandis que sa femme dormait, il avait essayé de lire la littérature de Martin et en était arrivé à la conclusion que les gens étaient fous d'acheter ça. De son côté, Martin ne comprenait que trop bien la situation. Tandis qu'appuyé au dossier de sa chaise, il caressait du regard la tête de son beau-frère, en rêvant qu'il lui écrasait de plusieurs coups de poing bien appliqués sa stupide face ricanante d'Allemand. Une seule chose lui plaisait en Hermann, cependant. Bien qu'il fût pauvre et ambitieux, il avait pris une bonne pour éviter à Marianne le gros ouvrage. Martin parla avec le directeur des agences ASA et après le dîner l'amena dans un coin avec Hermann, dont il déclara commanditer le futur magasin de bicyclettes et de réparation. Ça devait être le plus beau d'Auckland. Il alla plus loin encore et engagea confidentiellement Hermann à se chercher une agence d'automobile et un garage, car rien ne l'empêchait de faire prospérer ces deux établissements à la fois. Lorsqu'ils se quittèrent, Marianne, les larmes aux yeux, jeta ses bras au cou de Martin et lui dit combien elle aimait, combien elle avait toujours aimé. Cette tirade fut, il est vrai, coupée d'une pause un peu gênée, qu'elle meubla par une recrudescence de larmes, de baisers et de balbutiements incohérents. Martin crut comprendre qu'il s'agissait d'oublier l'époque où elle avait manqué de confiance en lui et insisté pour qu'il trouve une situation. « Il est incapable de garder son argent, c'est évident », confia Hermann von Schmitz à sa femme. « Lorsque j'ai parlé d'intérêt, il est devenu fou et m'a dit que si jamais j'en reparlais, il me casserait ma sale tête d'Allemand. Parfaitement, ma sale tête d'Allemand. Ça fait rien, ce n'est pas un homme d'affaires, mais c'est le bon gars. Il me donne un fameux coup de pouce, c'est bien de sa part. » Les invitations à dîner pleuvaient de toutes parts, et Martin continuait à s'étonner. Au banquet du club de la Bohème, il fut le convive de marque parmi des hommes connus dont il avait entendu parler toute sa vie, et qui lui racontèrent comment, en lisant l'Appel des cloches dans le Transcontinental et la Pairie de la Perle dans le Hornet, il avait immédiatement pris gagnant. « Bon Dieu, et dire que pendant ce temps j'avais faim et j'étais en haillons, se dit-il. Pourquoi ne m'avez-vous pas invité à dîner à cette époque-là? C'était le moment, j'étais le même. J'avais déjà écrit ces ouvrages à l'époque où j'avais faim. Pas un mot n'a été changé depuis, à l'appel des cloches, ni à la pairie et à la perle. Mais non, vous ne m'invitez pas à présent à cause de ce que je suis, vous m'invitez parce que tous les autres m'invitent, parce que c'est un honneur de me recevoir à votre table. Vous m'invitez à présent parce que vous êtes de stupides animaux, parce que vous êtes la foule, parce qu'en ce moment même, l'aveugle et moutonnière fantaisie de la foule est de s'occuper de moi. Mais dans toutes ces flatteries, est-ce que Martin Eden et son travail entrent en ligne de compte?
conclut-il plaintivement. Puis il se leva et répondit avec esprit à un toast plein de verve. Et partout où il se trouvait, au club de la presse, au Redwood Club, à des thés poétiques ou à des réunions littéraires, partout on rappelait l'appel des cloches et la pairie et la perle, et le bien qu'on en avait immédiatement pensé. Et toujours, Martin se demandait, exaspéré, « Mais pourquoi ne m'avoir pas tendu la main? J'étais le même. » L'appel des cloches, la pairie et la perle n'ont pas changé d'un iota. Ils contenaient autant d'art, avaient la même valeur. Mais leur valeur et l'art, vous vous en moquez. Vous me nourrissez à l'heure qu'il est, parce que la foule imbécile se dispute l'honneur de me nourrir. Souvent alors, il voyait tout à coup apparaître, au beau milieu de l'assemblée, un jeune voyou, en veston trop court, coiffé d'un Stetson rejeté en arrière. Cela lui arriva un après-midi à la Société Galina d'Auckland. Il venait de monter sur l'estrade et s'avancer vers le public, lorsqu'il aperçut, entrant fièrement par la porte de la grande salle, le jeune voyou avec son feutre rejeté en arrière. 500 femmes élégantes se retournèrent aussitôt pour voir ce que Martin regardait avec une pareille insistance. Elles ne virent rien que l'allée centrale, vide. Mais lui voyait le jeune dur suivre en se dandinant cette allée, et il se demanda s'il allait enlever son chapeau, bien qu'il sût que ce n'était guère dans ses habitudes. Il suivit l'allée jusqu'au bout et monta sur l'estrade. Martin eut envie de pleurer sur ce fantôme de sa jeunesse à la pensée de toute la somme de souffrances qui l'attendait. Sur l'estrade, il vint droit à Martin, puis disparut. Les 500 femmes applaudirent doucement pour encourager le grand homme timide qu'était leur hôte. Et Martin, chassant la vision de son esprit, sourit et commença sa conférence. Le directeur des écoles, digne vieillard, arrêta Martin dans la rue et lui rappela certaines scènes dans son bureau à la suite desquelles Martin avait été expulsé de l'école pour cause de bataille. « J'ai lu votre appel des cloches à sa parution, il y a déjà assez longtemps, dit-il. C'est aussi bien que de l'Edgar Poe. C'est magnifique, ai-je dit en le lisant, magnifique. » Et Martin faillit répondre. « Oui, et dans les mois qui suivirent, je vous ai rencontré 2 fois et vous avez fait semblant de ne pas me voir. Les 2 fois, j'avais faim et j'allais au mont de piété. J'étais le même alors, le même qu'aujourd'hui, et vous ne m'avez pas reconnu. Pourquoi me reconnaissez-vous aujourd'hui? Je disais encore l'autre jour à ma femme, continua le digne vieillard, que ce serait une bonne idée si vous veniez dîner un de ces soirs. Elle était tout à fait de mon avis, tout à fait. Dîner, dit Martin d'un ton si agressif que l'autre en sursauta. Mon Dieu, oui, oui, dîner. Oh, à la fortune du pot, chez votre vieux directeur, hein, brigand, fit-il nerveux avec un timide essai de bourrade qui voulait être jovial. Martin descendit la rue dans une sorte de torpeur. Il s'arrêta au coin et regarda vaguement autour de lui. « Nom de Dieu !» murmura-t-il enfin. « Le vieux a eu peur de moi. » Chapitre 44. Un jour, dans la rue, la voiture de Madame Morse passa tout près de Martin. Elle le salua en souriant. Il salua en souriant également. L'incident ne le frappa nullement. Un mois auparavant, ça l'aurait dégoûté ou intrigué et il aurait cherché à se rendre compte du degré d'inconscience de Madame Morse. À présent, il n'y pensa plus une seconde après. Il oublia comme il aurait oublié la banque centrale ou City Hall après avoir passé devant. Son cerveau était anormalement agité. Ses pensées tournaient inlassablement dans le même cercle. Au centre de ce cercle, ces mots « j'étais le même » rongeaient son cerveau inlassablement. Il les retrouvait au réveil. À travers ses rêves, il les entendait. Les plus petits détails de la vie ne pénétraient ses sens qu'à travers ces mots « j'étais le même ». Et une logique implacable l'amena enfin à conclure qu'il n'était rien, absolument rien. Marthe Eden le voyou, Marthe Eden le marin avaient existé, eux. Mais Martin Eden, le célèbre écrivain, n'existait pas. Martin Eden, le célèbre écrivain, n'était qu'une illusion créée par l'imagination de la foule.
mais il ne s'y laissait pas prendre. Il n'était pas cette idole que la foule adorait et à qui elle offrait de la nourriture en sacrifice propitiatoire. Il ne marchait pas. Il lut des articles sur lui et s'ébahit devant des portraits qui n'avaient absolument rien de vrai. Impossible de découvrir la moindre ressemblance. Il était celui qui a vécu, vibré, aimé. Celui dont le caractère facile et tolérant était toute indulgence pour les fragilités de l'existence. Celui qui, à son poste au gaillard d'avant d'un navire, avait vogué vers d'étranges et lointaines contrées, ou encore celui qui, à la tête d'une bande de chenapans, s'était battu à coups de poing. Il était celui que tant de milliers de livres à la bibliothèque populaire avaient fait reculer épouvantés le premier jour. Et celui qui s'était frayé un chemin au milieu d'eux et les avait conquis. Il était celui, enfin, qui se donnait des coups d'éperon pour chasser le sommeil et travailler jusqu'au-delà de la limite des forces humaines. Tout cela, il était. Mais ce qu'il n'était pas, c'était cette espèce d'ogre doté d'un appétit colossal que le public s'obstinait à vouloir gaver. Certaines choses dans les magazines l'amusaient cependant. Tous se disputaient la gloire de l'avoir lancé. Le Warren's Monthly annonça à ses abonnés qu'étant constamment en quête de nouveautés littéraires, c'était lui qui avait présenté, entre autres, Martin Eden au lecteur. La White Mouse réclama la priorité, ainsi que la Northern Review et le Macintosh Magazine. Mais le Globe les fit taire, en exhibant triomphalement de sa collection les poèmes de la mer, si honteusement déchiquetés. Youth and Age, revenu à la vie sans avoir jamais payé ses dettes et dont les seuls lecteurs étaient de jeunes campagnards, réclama à son tour. Le Transcontinental raconta d'une façon digne et convaincante comment il avait découvert Martin Eden, prérogative qui lui fut chaudement disputée par le Hornet, qui exhiba le Péri et la Perle. Dans la mêlée, les modestes droits de Singletree, Darnley et compagnie disparurent complètement. D'ailleurs, cette maison, ne commanditant aucun magazine, ne sut jamais revendiquer ses droits. Les journaux discutèrent des gains de Martin Eden. D'une façon ou d'une autre, les offres magnifiques de certains magazines transpirèrent. De dignes pasteurs d'Auckland vinrent le voir amicalement et les demandes de mendiants professionnels vinrent grossir son courrier. Mais les femmes étaient pires que tout. Ses photographies avaient été semées aux quatre coins du ciel et des écrivains parlèrent de son rude visage bronzé, balafré, de ses épaules larges, de ses clairs yeux tranquilles et de ses traits émaciés qu'ils déclarèrent ascétiques. Il pensa à sa jeunesse mouvementée et sourit. Souvent, parmi les femmes qu'il rencontrait, l'une ou l'autre le regardait, l'évaluait, le choisissait. Mais il ne faisait qu'en rire. Il se rappelait la mise en garde de Brissenden et n'en riait que davantage. Les femmes n'étaient pas un danger pour lui, il en répondait. Il avait dépassé la période fatale. Un soir, alors qu'il accompagnait Lizzie à l'école du soir, il surprit le regard d'une femme élégante et jolie. Le regard était un peu trop appuyé, un peu trop long. Lizzie en comprit la signification et se redressa furieuse. Martin le remarqua, comme il en avait remarqué la cause, et lui dit qu'il y était habitué et qu'il s'en moquait bien. « Vous ne devriez pas vous en moquer, » répondit-elle, les yeux brillants de colère. « Ce n'est pas possible, vous êtes malade. »« Jamais je ne me suis mieux portée. J'ai pris 10 livres de plus. »« Je ne parle pas de votre physique, mais de votre tête. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre machine à penser. Même moi, qui ne suis rien, je peux voir ça. » Il marchait à côté d'elle, pensif. « Je donnerais n'importe quoi pour vous voir sortir de là, » s'écrie-t-elle brusquement. « Un homme comme vous, ça devrait vous plaire quand une femme vous regarde comme ça. Ce n'est pas naturel, vous êtes un homme. Et vous me croirez si vous voulez, mais je serai bien heureuse le jour où vous tomberez sur une femme qui vous plaira. » Quand il quitta Lizzie à l'école du soir, il retourna tout droit aux métropoles. Une fois dans sa chambre, il tomba dans un grand fauteuil et se mit à regarder fixement droit devant lui. Il ne sommeillait pas, ne pensait à rien,
Son cerveau était vide, sauf aux instants où des taches colorées, lumineuses, formaient des images vagues sous ses paupières. Il les voyait comme en rêve. Pourtant, il ne dormait pas. Il se dressa à un moment donné et regarda l'heure. Il était 8 heures juste. Il n'avait rien à faire et il était trop tôt pour se coucher. Puis son cerveau se vida de nouveau et des images apparurent, puis s'évanouirent sous ses paupières. Ces images se ressemblaient toutes. Elles représentaient toujours des masses de feuillage et de buissons, traversées de soleil ardent. Un coup frappé à sa porte le ramena sur terre. Il pensa que c'était un télégramme, une lettre, ou peut-être la blanchisseuse qui lui rapportait son linge. Puis le souvenir de Joe lui passa par la tête et il se demanda où il pouvait bien être, en répondant « Entrez !» Il pensait encore en Joe et ne se retourna pas vers la porte. Elle se referma doucement. Il y eut un long silence. Ayant complètement oublié qu'on avait frappé, il s'était replongé dans sa torpeur quand il entendit un sanglot de femme, un sanglot sourd, contenu, spasmodique. Alors il se retourna et bondit sur ses pieds. « Ruth !» s'écria-t-il, affolé, stupéfait. Elle s'appuyait contre la porte, le visage pâle et contracté, une main sur son cœur. Puis elle étendit les bras vers lui, d'un air implorant, et fit un pas en avant. Il lui prit les 2 mains et remarqua qu'elles étaient glacées. Après l'avoir guidé vers le fauteuil, il approcha un autre siège. Il s'assit sur le bras. Un profond embarras le paralysait. Dans son esprit, cette histoire était finie, enterrée. Si tout d'un coup, par un miracle, la blanchisserie de Chelios Springs avait été transportée à l'hôtel Métropole, lui offrant la perspective d'une semaine de linge en blanchir, il n'aurait pas été plus ennuyé. Plusieurs fois, il fut sur le point de parler, sans parvenir à trouver la phrase appropriée. « Personne ne sait que je suis ici, » dit Ruth d'une voix faible avec un sourire suppliant. « Que dites-vous » Le son de sa propre voix l'étonna. Elle répéta sa phrase. « Ah !» dit-il en se demandant ce qu'il allait bien pouvoir lui dire après. « Je vous ai vu rentrer et j'ai attendu un instant. »« Ah !» dit-il encore. De sa vie, il n'avait été tellement à court d'idées. « Et alors ?»« Vous êtes entré, » dit-il enfin. Elle fit un petit geste affirmatif. Ses yeux eurent un éclair espiègle et elle défit l'écharpe qu'elle avait autour du cou. « Je vous ai vu d'abord de l'autre côté du trottoir, quand vous étiez avec cette fille. »« Oui, » dit-il simplement. « Je la menais à l'école du soir. »« Eh bien, vous n'êtes pas content de me voir ?» dit-elle après un nouveau silence. « Si, fit-il rapidement. « Mais ça n'est pas très raisonnable de votre part de venir ici. »« Personne ne le sait. Je voulais vous voir. Je suis venue vous dire que j'ai été idiote. Je suis venue parce que je n'en pouvais plus, parce que mon cœur m'y poussait, parce que j'avais besoin de venir. » Elle se leva, vint vers lui, posa sa main sur son épaule un instant, haletante, puis glissa dans ses bras. Et comme sa nature facile et bonne répugnait à faire de la peine, comme il sentait que de la repousser lui causerait la plus cruelle blessure qu'une femme puisse recevoir, il referma ses bras autour d'elle et la tint serrée contre lui. Mais dans cette étreinte, il n'y avait aucune chaleur, aucun frémissement. Elle était venue dans ses bras et il la tenait, voilà tout. Elle se pelotonna contre lui, puis ses mains se glissèrent autour de son cou, se nouèrent sur sa nuque. Mais il ne s'enflamma pas sous la caresse de ses mains et il se sentait de plus en plus gêné et mal à l'aise. « Pourquoi tremblez-vous ainsi ?» lui demanda-t-il. « Vous avez froid ? Voulez-vous que j'allume le feu ?» Il fit un mouvement pour se dégager, mais elle se serra davantage contre lui en frissonnant violemment. « Simple nervosité, » dit-elle en claquant des dents. « Dans une minute, ça sera passé. Je vais déjà mieux. » Ses frissons diminuaient peu à peu. Il la tenait toujours dans ses bras, mais sa surprise embarrassée avait cessé. À présent,
Il savait pourquoi elle était venue. « Ma mère voulait me faire épouser Charlie Hapgood, dit-elle. « Charlie Hapgood, ce gars qui ne dit que des platitudes, gémit Martin. Puis il ajouta. Et maintenant, je suppose que c'est moi que votre mère désire que vous épousiez. Ce n'était point une question qu'il posait, c'était l'affirmation d'une certitude. Elle ne s'y opposera plus, je le sais, dit Ruth. Elle me considère comme un parti tout à fait convenable. Ruth fit signe que oui. Et pourtant, je ne suis pas un parti plus convenable que le jour où elle vous a obligé à rompre nos fiançailles, dit-il pensif. Je n'ai pas changé. Je suis le même Martin Eden. Non, je suis pire. Je fume plus que jamais. Ne le sentez-vous pas? Sans lui répondre, elle posa ses doigts sur les lèvres de Martin, gracieusement mutine, et attendit le baiser que ce geste lui valait autrefois. Mais le baiser ne vint pas. Martin attendit qu'elle ait retiré ses doigts et poursuivit. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas de situation. Je n'en cherche pas. Je n'en chercherai pas. Et j'ai toujours la conviction que Herbert Spencer est un noble et grand homme et que le juge Blount est un âne bâté. J'ai dîné chez lui l'autre soir, ce qui m'a confirmé dans mon opinion. « Mais vous n'avez pas accepté l'invitation de mon père, » protesta-t-elle. « Tiens, vous savez ça. C'est votre mère qui l'avait envoyé ?» Elle garda le silence. « C'est bien votre mère, je m'en doutais. Je suppose aussi que c'est elle qui vous a envoyé ici. »« Personne ne sait que je suis venue, » dit-elle en protestant. « Croyez-vous que ma mère me l'aurait permis ?»« Elle vous permettrait de m'épouser, ça c'est certain. » Elle poussa un cri. « Oh Martin, comme vous êtes cruel. Vous ne m'avez pas embrassé une seule fois. Vous êtes froid comme un marbre. Pensez à ce que j'ai osé faire. » Elle jeta un coup d'œil autour d'elle en frissonnant, mais non sans une certaine curiosité. « Pensez que je suis ici, chez vous. Je voudrais mourir pour vous, mourir pour vous. » La voix de Lizzie chantait encore à son oreille. « Pourquoi ne l'avez-vous pas osé plus tôt ?» interrogea-t-il d'un ton sec. « Quand je n'avais rien, quand je mourais de faim, quand j'étais exactement ce que je suis aujourd'hui, le même homme, le même artiste, le même Martin Eden. Ça fait bien des jours que je me pose cette question, non pas à cause de vous spécialement, mais d'une façon générale. Je n'ai pas changé, voyez-vous, bien que la soudaine appréciation de ma valeur par le monde m'amène constamment à devoir me rassurer sur ce point. Ma chair est restée la même, et mes 10 doigts et mon visage. Je n'ai acquis ni plus de force, ni une qualité de plus. Mon cerveau est pareil. Je n'ai même rien inventé de plus, ni en littérature, ni en philosophie. Ma valeur personnelle est exactement semblable à ce qu'elle était quand personne ne voulait de moi. Pourquoi veut-on de moi à présent? C'est ce qui m'intrigue. Il est évident que ce n'est pas pour moi-même, puisque je suis resté ce que j'étais quand on ne voulait pas de moi. Donc, c'est pour une raison extérieure, pour une chose qui n'est pas moi. Voulez-vous que je vous dise ce que c'est? C'est mon succès. Mais ce succès, ce n'est pas moi. Et aussi, tout l'argent que j'ai gagné et que je continue à gagner. Et c'est également à cause de ça, de ce succès et de cet argent, que vous voulez de moi aujourd'hui. Vous me brisez le cœur, sanglota Ruth. Vous savez que je vous aime, que je suis venue parce que je vous aime. Je crains que vous ne saisissiez pas bien mon point de vue, dit-il avec douceur. Je veux dire que du moment que vous m'aimez, comment se fait-il que votre amour actuel soit si fort, quand votre amour autrefois a été assez faible pour me renier? Oubliez tout ça et pardonnez-moi, s'écria-t-elle avec passion. Je n'ai jamais cessé de vous aimer, souvenez-vous-en. Et je suis là maintenant, dans vos bras. J'ai bien peur d'être un marchand plein de méfiance, qui regarde trop attentivement les balances, pour peser votre amour et craint de s'apercevoir que le poids n'y est pas. Elle se dégagea de ses bras, se redressa et le regarda longuement, profondément. Elle fut sur le point de parler, puis hésita et se tut. « Tenez, je vais vous expliquer la façon dont je vois les choses, » poursuivit Martin. « Autrefois, quand je n'avais pas reçu ma consécration officielle, en dehors de mon milieu, personne ne s'intéressait à moi.
Lorsque j'écrivais mes livres, aucun de ceux qui en ont lu les manuscrits ne s'en souciait. Bien au contraire, on semblait ne m'en estimer que moins. On aurait dit, vraiment, qu'en écrivant, je commettais un acte pour le moins répréhensible. Et tout le monde me disait « Cherchez un gagne-pain !» Elle fit un geste de dénégation. « Si, dit-il, vous acceptez. Vous me disiez « Cherchez une situation !» Le mot familier de gagne-pain, comme bien des mots que j'ai écrits, vous choque. Il est brutal. Je vous réponds que je le trouvais brutal également quand tout le monde me le jetait à la figure, comme on recommande la bonne conduite à un être dévoyé. Mais je m'écarte de la question. La publication de mes livres, l'accueil qu'ils ont reçu du public ont changé la nature de votre amour. Le Martin Eden qui n'était que lui-même, vous ne vouliez pas l'épouser. Vous ne l'aimiez pas assez pour ça. Aujourd'hui, votre amour est assez grand et je ne peux m'empêcher d'en conclure qu'il a grandi en raison de la faveur du public qui a consacré mon talent. Pour vous, il ne s'agit pas de mon argent, je le sais, bien que je sois certain qu'il entre pour beaucoup dans le changement qui s'est opéré chez vos parents. Tout ça, naturellement, n'est pas très flatteur pour moi. Mais ce qui est pire, ça me fait douter de l'amour, du divin amour. L'amour est-il donc chose si matérielle qu'on doive le nourrir de réclames et de popularité ? On le dirait. C'est une idée qui m'a hantée à un tel point que j'ai failli en devenir fou. Pauvre chère tête, elle étendit la main, passa doucement ses doigts à travers les cheveux de Martin. Laissez toutes ces vilaines pensées. Reprenant depuis le commencement, je n'ai jamais cessé de vous aimer. Oui, j'ai manqué de fermeté en cédant à la volonté de ma mère. Je n'aurais pas dû le faire. Mais je vous ai entendu parler si souvent, avec une grande compréhension, de la faillibilité, de la fragilité des humains. Étendez-la sur moi, cette compréhension. J'ai péché par ignorance, pardonnez-moi. Oh, je vous pardonne, dit-il avec impatience. Il n'y a d'ailleurs rien à pardonner. Chacun agit selon ses propres lumières et ne peut faire davantage. C'est comme si je vous demandais de me pardonner de n'avoir pas trouvé une situation. Je croyais bien faire, protesta Ruth. Vous le savez, je ne vous aurais pas aimé si je n'avais pas cru agir pour votre bien. Bon, mais tout en croyant bien faire, vous vouliez détruire ce qui fait ma personnalité. Oui. Elle voulait l'interrompre, mais il en empêcha. Oui, vous auriez détruit ma littérature, mon avenir. Ma nature était prise de réalisme, et l'esprit bourgeois est le réalisme par lâcheté, par peur de la vie. Vous avez tout fait pour me faire craindre la vie. Vous m'auriez rabaissé à la mesure de votre vie bourgeoise, où tout est mesquin, faux et vulgaire. Elle eut un geste de protestation. La vulgarité, une vulgarité cordiale, je l'admets, est la base de la culture bourgeoise et de ses raffinements. Comme je vous l'ai dit, vous vouliez me rabaisser et me modeler à l'image des vôtres, d'après l'idéal de votre classe, l'évaluation de votre classe, les préjugés de votre classe. Il secoua tristement la tête. Et même en ce moment, vous ne me comprenez pas. Mes mots, pour vous, ne signifient rien de ce que j'essaie d'y mettre. Pour vous, ça n'est pas sérieux. C'est tout au plus, si ça vous intrigue et vous amuse un peu, que ce jeune sauvage, sorti en rampant d'un abîme de boue, se permette de juger votre classe et de la trouver vulgaire. Elle appuya sa tête contre son épaule avec lassitude, et de nouveau un frisson nerveux la secoua. Comme elle restait silencieuse, il continua. « Et maintenant, vous voulez recommencer notre amour. Vous voulez m'épouser. Vous me voulez. Et pourtant, regardez, si mes livres n'avaient pas été remarqués, je n'en serais pas moins demeuré le même. Mais vous ne seriez pas venu. Ce sont tous ces livres. Bon Dieu. » « Ne jurez pas, interrompit-elle. Le reproche le fit éclater d'un rire amer. « Voilà, c'est bien ça, dit-il. Dans un moment critique, quand ce que vous croyez être le bonheur de votre vie est en jeu, un jurant vous fait peur. » Ces mots firent sentir à Ruth la puérilité de son exclamation, mais elle trouva qu'il en avait exagéré la portée et lui en voulut. Un long silence s'établit. Elle réfléchissait désespérément au moyen de le reprendre. Il pensait à son amour défunt. Il ne l'avait jamais vraiment aimé, il le savait à présent.
Il avait aimé une route idéale, un être éthéré, sorti tout entier de son imagination, l'inspiratrice ardente et lumineuse de ses poèmes d'amour. La vraie route, celle de tous les préjugés bourgeois, marquée du sceau indélébile de la mesquinerie bourgeoise, celle-là, il ne l'avait jamais aimée. Elle se mit à parler tout à coup. « Je sais qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que vous dites. J'ai eu peur de la vie. Je ne vous ai pas assez aimé. Mais j'ai appris à mieux comprendre l'amour. Aujourd'hui, je vous aime pour vous-même, pour ce que vous avez été, à cause même de la façon dont vous êtes devenu ce que vous êtes. Je vous aime à cause même de ce qui vous différencie de ce que vous appelez ma classe, à cause de vos croyances que je ne comprends pas, mais que j'apprendrai à comprendre. Je le sais. Je ferai tout pour les comprendre. Tenez, fumez, jurez, ça fait partie de vous et je vous aimerai à cause de ça. J'apprendrai, vous verrez. Depuis 10 minutes, j'ai déjà beaucoup appris. Que j'ai osé venir ici est une preuve de ce que j'ai déjà appris. Oh, Martin !» Elle se serra contre lui en sanglotant. Pour la première fois, ses bras l'enlacèrent avec tendresse, et elle en remercia par un sourire heureux. « Trop tard, » dit-il. La phrase de Lizzie lui revint à l'esprit. « Je suis malade. Oh, pas physiquement. Ce sont mon âme, mon cerveau qui sont malades. J'ai perdu le goût de vivre. Tout m'est égal. Si vous m'aviez dit tout ça il y a quelques mois, ça aurait été différent. Maintenant, il est trop tard. »« Il n'est pas trop tard, » s'écria-t-elle. « Vous verrez, je vais vous prouver que mon amour a grandi, que j'y tiens davantage qu'à ma classe et à tout ce qui m'est cher. Je me moque de tous les préjugés. La vie ne me fait plus peur. Je quitterai mon père et ma mère, et mes amis n'oseront plus prononcer mon nom. Si vous voulez, je suis à vous, dès maintenant, heureuse et fière d'être votre maîtresse. Si j'ai trahi l'amour, je veux à présent, pour l'amour de l'amour, trahir tout ce qui m'avait fait le renier. » Elle se leva, se tint devant lui, les yeux étincelants. « J'attends, Martin, » murmura-t-elle. « J'attends que vous m'acceptiez. Regardez-moi. » Il la regarda, la trouva splendide. Elle rachetait vraiment sa conduite passée, se montrait enfin une vraie femme, supérieure aux lois de fer des conventions bourgeoises. C'était splendide, magnifique, sublime. Et pourtant, que lui arrivait-il donc ? Ce qu'elle faisait ne le touchait ni ne l'émouvait. Il l'appréciait, l'admirait cérébralement. Mais son cœur n'avait pas tressailli, et il ne la désirait plus. De nouveau, la phrase de Lizzie lui revint à l'esprit. « Je suis malade, très malade, » dit-il avec un geste désespéré. « Je m'en aperçois seulement maintenant. Quelque chose en moi s'est éteint. Je n'ai jamais eu peur de la vie, mais je n'aurais jamais cru pouvoir être blasé de la vie. La vie m'a tellement saturé d'émotions que je suis vidé de tout désir. Si je pouvais encore désirer, c'est vous que je désirerais. Vous voyez à quel point je suis malade ?» Il renversa la tête et ferma les yeux. Et de même que l'enfant qui pleure oublie son chagrin en regardant la lumière se brouiller à cause de ses larmes, Martin oublia sa maladie, la présence de Ruth, tout, pour ne plus voir qu'un immense rideau de feuillage traversé d'ardents soleils qui se formait et flamboyait sous ses paupières. Ce soleil, trop ardent, l'éblouissait, lui faisait mal. Et pourtant, il le regardait. Pourquoi ? Il fut rappelé à lui par le bruit du bouton de la porte. Ruth s'en allait. « Comment vais-je sortir ?» dit-elle d'un ton larmoyant. « J'ai peur. »« Oh, pardon !» s'écria-t-il, sautant sur ses pieds. « Je ne suis pas moi-même, vous voyez ? J'avais oublié que vous étiez là. » Il toucha sa tête du doigt. « Vous voyez, ça ne va pas très bien. Je vais vous ramener. Nous allons sortir par la porte de service. Personne ne nous verra. Baissez votre voile et tout ira bien. » Elle se cramponna à son bras le long des corridors mal éclairés et de l'escalier étroit. « Je suis sauvée, » dit-elle quand ils furent sur le trottoir, et vivement, elle fit un mouvement pour dégager son bras. « Non, non, je vous accompagne chez vous, » répondit Martin. « Non, je vous en prie, c'est inutile, » dit-elle. De nouveau, elle essaya de dégager son bras. Martin
eut une lueur de curiosité. À présent qu'elle était en sûreté, elle avait peur. Elle n'avait qu'une idée, se débarrasser de lui au plus vite. Il renonça à comprendre la raison, l'attribua à sa nervosité, et retenant son bras doucement, continua à l'accompagner. Avant le coin de la rue, un homme se dissimula tout à coup sous une porte cochère. Malgré son col remonté, il reconnut Norman, le frère de Ruth. En chemin, Ruth et Martin causèrent peu. Elle était hébétée. Il était apathique. Il lui annonça seulement qu'il allait partir, retourner dans les mers du Sud. Elle lui demanda pardon d'être venue, et ce fut tout. Leur adieu fut quelconque. Ils se serrèrent la main, se dirent bonsoir. Il enleva son chapeau, puis la porte se referma bruyamment. Il alluma une cigarette et fit demi-tour. En passant devant la porte cochère sous laquelle il avait vu Norman disparaître, il s'arrêta pour affirmer tout haut. Elle mentait. Elle me faisait croire qu'elle courait les pires risques, sachant fort bien que son frère, qui l'avait amenée, l'attendait pour la reconduire. Il éclata de rire. « Oh, ces bourgeois! Quand j'étais fauché, il n'aurait pas fallu qu'on me voie avec sa sœur. Maintenant que j'ai un compte en banque, c'est lui qui me l'amène. » Il tournait sur ses talons pour s'en aller, quand un clochard qui marchait dans la même direction que lui demanda l'aumône. « Dites, monsieur, donnez-moi 25 cents pour coucher à l'asile de nuit. » Cette voix fit retourner Martin. L'instant d'après, il serrait la main de Joe. « Tu te rappelles quand on s'est quitté à Chelios Spring ?» dit l'autre. « Je t'ai dit qu'on se reverrait, je le sentais. Eh ben, ça y est. »« Tu as bonne mine, » dit Martin d'un ton admiratif. « On dirait que tu as engraissé. »« Bien sûr !» La figure de Joe rayonnait de joie. « Je savais pas ce que c'est de vivre avant de devenir clodo. Je pèse 15 livres de plus et je me porte comme un charme. Tiens, autrefois je me ruinais la santé à bosser comme un fou. La cloche, ça me convient parfaitement. »« Mais tu cherches un lit tout de même, » dit Martin en plaisantant. « Et il fait froid ce soir. »« Je cherche un lit, attends voir. » Joe fouilla dans la poche de son pantalon et en retira une poignée de petites monnaies. « Tiens, et ça ?» dit-il triomphalement. « Tu avais l'air chic, c'est pour ça que je t'ai tapé. » Martin se mit à rire et sa voix batut. « Avec ça, tu as de quoi te payer pas mal de litrons, » insinua-t-il. Joe remit la monnaie dans sa poche. « Très peu pour moi, déclara-t-il, je ne me saoule plus. Pourtant, qu'est-ce qui m'en empêcherait ? Je me suis saoulé une fois depuis que je t'ai vu et pas exprès. C'était parce que j'avais le ventre vide. Quand je travaille comme une brute, je bois comme une brute. Quand je vis en homme libre, je bois comme un homme libre. Un coup de temps en temps, quand j'en ai envie, et c'est tout. » Martin lui donna rendez-vous pour le lendemain et rentra à l'hôtel. Il s'arrêta au bureau pour regarder les départs de bateaux. La Mariposa partait pour Tahiti 5 jours plus tard. « Téléphonez demain matin et faites-moi réserver une cabine de luxe, » dit-il à l'employé. « Pas sur le deck, en bas, à l'extérieur, par bâbord. Rappelez-vous, par bâbord. Notez-le, ça vaut mieux. » Une fois dans sa chambre, il se mit au lit et s'endormit comme un enfant. Les événements de la soirée ne lui avaient fait aucune impression. Aucune impression ne laissait plus d'empreinte sur son esprit. La bouffée de joie qu'il avait eue en rencontrant Joe n'avait duré qu'un bref instant. Aussitôt après, la présence de l'ex-blanchisseur, la fatigue de soutenir une conversation l'avait ennuyé. L'idée de partir dans 5 jours pour son cher Pacifique lui était égale. Il ferma les yeux et dormit normalement et confortablement 8 heures consécutives, sans bouger, sans rêver. Le sommeil, c'était l'oubli, et chaque jour, il ne se réveillait qu'à regret. La vie l'ennuyait affreusement. C'était si long, la vie,